C'est l'agence TASS en Russie qui l'annonce. Evgeny Prigojine se trouvait à bord d'un jet privé qui se serait écrasé au nord de Moscou. Le fondateur du groupe Wagner qui s'était illustré en juin dernier en menaçant directement le pouvoir de Vladimir Poutine à Moscou avant de se rétracter. Et c'est donc une édition spéciale ici sur France 24 autour de cette annonce choc qui, si elle se vérifiait, aurait évidemment des conséquences considérables. L'agence TASS en Russie annonce, après le crash d'un avion au nord de Moscou, que figurait parmi les passagers l'homme d'affaires Evgeny Prigojine. À la tête du groupe Wagner, c'est lui qui avait défié le pouvoir du Kremlin, voilà maintenant 2 mois. Avec nous pour France 24, Emmanuel Chaz, vous êtes en direct de Kiev. On n'a évidemment pas plus de détails à l'heure qu'il est, si ce n'est ces images d'un avion qui s'abîme dans le ciel et s'écrase dans un champ. Ce qu'on sait, d'après ce que dit toujours l'agence cette fois RIA Novosti, c'est que 8 corps ont été retrouvés sur le site de l'accident, sans dire si ces corps ont pu être identifiés à l'heure qu'il est, mais figuraient, d'après l'agence TASS sur la liste des passagers et l'agence de l'aviation civile russe, c'est bien Evgeny Prigojine. Alors on ne sait pas si évidemment le fondateur du groupe Wagner est mort à l'heure qu'il est, mais ce serait, si en tout cas cette nouvelle est vérifiée, une énorme nouvelle, Emmanuel. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il y a certaines informations qui ont circulé, comme des personnes, des internautes qui ont vérifié sur le site Flight Radar quel était l'état de cet avion privé, puisqu'il s'agissait de l'un des avions privés d'Evgeny Prigojine, a priori, qui s'est écrasé. Un deuxième avion privé, lui, était toujours en vol. Donc, il y a eu la supposition que ce deuxième avion privé, eh bien, il pouvait être utilisé justement par Evgeny Prigojine, même s'il était sur la liste des passagers de ce premier avion, justement utilisé. Un deuxième avion, ça permettrait pour lui d'augmenter ses chances de survie si l'avion sur lequel il est listé subit une attaque. Je rappelle qu'ici à Kiev, il y avait déjà plusieurs annonces, dont l'annonce du chef de l'intelligence des renseignements ukrainiens, Kirilo Boudanov, qui avait évoqué le 30 juin un mandat d'assassinat de la part de la Russie contre Evgeny Prigojine. Évidemment, rappelez-vous, suite à sa rébellion avec son groupe de mercenaires Wagner. Il avait saisi la ville de Rostov en Russie à la fin du mois de juin. Il était entré en sédition pendant plusieurs jours avant finalement de se ranger à nouveau du côté de Moscou. Et puis, je viens d'obtenir cette réaction pour France 24 de la porte-parole, d'une des porte-paroles de la défense territoriale ukrainienne qui me dit à l'instant, si cette information est correcte, ce n'est pas une perte pour la liberté, c'est juste une nouvelle part de la diabolique Russie qui s'en est allée, qui a quitté ce monde. Si effectivement il est parti, il s'en est allé, eh bien il doit être en train de payer pour tous ses péchés. Donc voilà pour les premières réactions ici en Ukraine. Je rappelle que cette mort, si effectivement elle est avérée, eh bien elle intervient alors que l'Ukraine s'apprête à célébrer, à fêter son indépendance demain. Oui, ce n'était pas loin s'en faut, Evgeny Prigojine, même si, attention, il ne faut peut-être pas encore parler lui à l'imparfait, un ami de l'Ukraine. Toujours est-il que sa tentative de s'en prendre à Vladimir Poutine et au pouvoir du Kremlin avait, on s'en souvient, été plutôt saluée du côté ukrainien. Et puis, il y a aussi ces accents de vérité dans sa manière parfois de critiquer de manière très ferme les déboires de l'état-major russe. Oui, tout à fait. La rébellion fin juin, effectivement, avait été saluée du côté ukrainien. Mais attention, il ne faut pas penser qu'il était pour autant apprécié. Evgeny Prigojine, c'est le chef du groupe Wagner. C'est le chef de ces mercenaires qui ont infligé tant de souffrances au peuple ukrainien, qui ont massacré dans certains villages la population civile. Evgeny Prigojine avait lui-même plusieurs fois appelé au massacre, non seulement
tant de soldats ukrainiens, mais aussi de civils, notamment dans l'est du pays. Cela, les Ukrainiens ne l'oublient pas. Donc même si fin juin, il y a eu cette rébellion de la part d'Yevgeny Prigojine en Russie, ce que les Ukrainiens ont apprécié à ce moment, c'était de voir une guerre intestine se dérouler en Russie, sur le territoire russe, puisque tout affaiblissement du pouvoir de Moscou est nécessairement un bon signe vu depuis Kiev. En revanche, pour la personne d'Yevgeny Prigojine, il y aura très peu de sympathie si sa disparition est effectivement confirmée. Et oui, Evgeny Prigojine, c'est l'homme qui avait été affublé à la ville de Bakhmout du nom ou du sobriquet tristement célèbre de Hachoir. C'est dire à quel point, effectivement, lui-même n'hésitait pas à envoyer ses hommes à la mort. Le général Dominique Trinquant est avec nous, ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Bonjour. Général, bonjour. Si cette mort d'Evgeny Prigojine à bord de cet avion est confirmée, d'abord vous surprend-elle et voyez-vous la main du Kremlin ? Écoutez, ça ne me surprend pas dans la mesure où il y a 2 mois exactement avait eu lieu le coup de Prigojine. Et comme vous le savez, les dates sont importantes en Russie. Alors maintenant, il faut attendre la confirmation puisque sur les réseaux russes, Wagner prétend qu'il était dans un 2e avion. Donc lorsqu'on est sur les réseaux russes également, on dit qu'une autopsie va être nécessaire puisque l'avion a brûlé en arrivant au sol. Donc ce que je pense simplement, c'est que depuis 2 mois, il y a eu des négociations entre le Kremlin et M. Prigojine et Wagner. Cela a éliminé le groupe Wagner de l'Ukraine. Cela l'a renvoyé vers la Biélorussie, mais dans des termes assez flous, qui nous font penser qu'aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'accord. Et en fait, les Wagner étaient en train de quitter la Biélorussie. Et la dernière action qui restait entre les mains de Prigojine, c'était l'Afrique. Il a été d'ailleurs dans les couloirs à Saint-Pétersbourg lors du sommet Afrique-Russie. Et il y a 2 jours, il apparaissait sur une vidéo en Afrique en prétendant que c'est là que se concentrait l'action de Wagner actuellement. Donc on voit qu'il y avait une négociation en cours. Comme c'est une négociation entre mafieux, entre le président Poutine et le président Prigojine, il est assez difficile d'y voir clair, mais le fait que celui qui avait été traité de traître et qui avait donné un coup de poignard dans le dos au président Poutine puisse être soumis à un accord qui devait mener à sa mort, à son assassinat d'une façon ou d'une autre, ne serait pas très surprenant. En tout cas, une annonce, celle de sa disparition, alors qu'il reste à vérifier, puisque seuls 8 corps ont été retrouvés, dit-on, dans l'avion qui s'est abîmé au nord de Moscou. Il est question, vous venez de le dire, d'un 2e avion dans lequel pourrait se trouver en réalité Evgeny Prigojine, ce qui signifie que peut-être à l'heure qu'il est, eh bien, il est toujours vivant et peut-être effectivement en route vers Saint-Pétersbourg si tel était son dessein. Toujours est-il que cette nouvelle, on l'apprend le jour même où le général Sergueï Sourovikine, qui fut l'un des principaux artisans de l'assaut contre l'Ukraine, a lui été démis de ses fonctions. Là aussi, vous pensez qu'il y a une tentative coordonnée de mener un coup de balai parmi ceux qui sont vus peut-être soit comme défaillants, soit comme traîtres aujourd'hui par Moscou ? Oui, alors c'est l'action qui est en cours depuis 2 mois, mais qui est très claire aujourd'hui à la date anniversaire. Et simplement, si la mort de Prigojine n'était pas confirmée, qu'il ait pu s'en tirer, ça peut avoir des conséquences énormes. Parce que, naturellement, pour Prigojine, maintenant, ça va être la vengeance. Et avec des mercenaires dont il disait en Biélorussie, rendez-vous plus tard pour des missions plus importantes en Russie. Donc ça peut tout dire. Donc je pense que pour le président Poutine, la mort de Prigojine scellerait le sceau de cette rébellion. Si la mort n'était pas confirmée, ça pourrait amener à de multiples chamboulements en Russie. Vous restez avec nous, général Dominique Trinquant, à mes côtés, Cyril Payen, qui a couvert à la fois cette guerre d'Ukraine et également les activités de groupe Wagner dans différents pays d'Afrique francophone notamment. Cyril, on parlait d'un tournant dans cette guerre d'Ukraine, voilà 2 mois, lorsque Prigojine s'était lancé avec ses hommes à l'assaut de Moscou avant de faire machine arrière. Il pourrait s'agir là aussi d'un nouveau tournant si, comme le dit le général Trinquant, soit Prigojine ce soir est mort,
soit au contraire, il s'en tire et là, il pourrait chercher à son tour vengeance à nouveau? Effectivement, on prend tout ça évidemment au conditionnel, puisqu'on a vu que ça va extrêmement vite sur les réseaux sociaux. On parle effectivement d'un deuxième avion. On va voir, de toute façon, Evgueni Prigojine, qui est un homme de médias, on peut imaginer et gager que s'il est encore vivant, on risque de le savoir assez vite. Après, si cet avion dont on me dit de sources militaires que c'est assez curieux, le crash de cet avion, puisqu'on a l'impression qu'il a été touché par un missile, c'est ce qu'on vient de me dire de sources militaires ici à Paris, et l'interprétation c'est que la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors évidemment, ça serait évidemment une interprétation de ce missile qui abattrait cet avion dans lequel serait Evgueni Prigojine, donc tout cela fomenté par Vladimir Poutine. Et effectivement, c'est bien la fin de cet homme qui était rené de ses cendres et qui avait tenté, en utilisant encore une fois très très habilement, à la manière dont Wagner s'est toujours mobilisé sur la guerre de l'information, parce que cette guerre informationnelle elle est extrêmement importante et on peut penser que les Russes avaient énormément d'années d'avance sur des systèmes militaires plus traditionnels. Je pense évidemment à la France et plus particulièrement à la région sahélienne. Les Français ont été vraiment pris de vitesse dans ces campagnes d'un discours anti-français totalement orchestré par les trolls russes et notamment par Wagner, que tout ça effectivement, si jamais, dans ce nouveau chapitre de cette histoire qui n'en finit pas, qui est en fait une forme de dégénérescence de l'État russe à l'aune de l'invasion en Ukraine, eh bien, la vengeance, comme le disait le général Trakhan, d'Evgueni Prigojine, qui est quand même un homme de grand pouvoir paramilitaire au sein de la société russe, et bien au-delà, puisqu'on en parlait, on peut imaginer effectivement une réaction extrêmement violente. Et alors là, comme on l'avait vu avec cette action surprise il y a 2 mois, cette mutinerie incroyable un samedi avec ces forces qui fondaient sans résistance sur Moscou, là effectivement on pourrait imaginer ce scénario d'un pouvoir russe à Moscou qui puisse trembler avec cette réaction si la mort de Evgueni Prigojine est confirmée, mais encore pire si elle ne l'était pas et s'il effectivement il est dans ce deuxième avion et pas mort. Sohail Payen, vous restez avec nous. Stéphane Ballon nous a rejoint également, rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Le général Dominique Trinquant est également avec nous par téléphone pour cette édition spéciale, pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement en Russie avec cette annonce, celle du crash d'un appareil dans lequel se trouverait, d'après les autorités russes, Evgueni Prigojine, fondateur du groupe Wagner. On évoquait un deuxième avion. Je me suis peut-être un peu emporté dans mon élan, puisqu'il semble que cet avion n'allait pas de Moscou à Saint-Pétersbourg, mais plutôt de Saint-Pétersbourg vers Moscou, ce qui pourrait là aussi être riche en informations. Evgueni Prigojine se trouvait-il à bord de cet avion ou non, puisque lui, visiblement, fomentait plutôt le dessein de rallier Saint-Pétersbourg. Ça reste à prouver. En tout cas, Julien Colling nous a rejoint depuis Moscou. On évoque donc la présence de ce deuxième avion qui pourrait modifier le scénario, Julien. Oui, mais pour l'instant, ce deuxième avion ne fait qu'apporter une théorie en plus, si vous voulez, parmi les nombreuses théories qui circulent en fait donc autour de cet incident. Alors effectivement, ce second avion appartiendrait également à Evgueni Prigojine, un second avion privé donc qui atterrit visiblement il y a 20 minutes environ à Moscou, effectivement venant de Saint-Pétersbourg, mais on ne sait pas encore pour l'instant qui se trouvait à bord de ce second appareil. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Sans doute que les autorités russes sont en train d'inspecter bien sûr cet avion numéro 2, mais voilà, pour l'instant ce qu'on sait de sûr, c'est qu'un premier avion, pour rappel, donc appartenant également à Evgueni Prigojine, un Embraer de petite taille privée, donc s'est écrasé près de la ville de Tcher, donc une assez grande ville qui est environ à 200 km au nord-ouest de Moscou, sur la direction de Saint-Pétersbourg également, qui visiblement faisait le chemin inverse entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et donc, cet avion, selon différentes vidéos qui circulent, sans aucun doute, a connu un choc, une explosion visiblement en plein ciel avant de tomber donc au sol et de s'écraser. Survivant à bord, visiblement 10 personnes étaient à bord de l'appareil, donc 7 passagers d'équipage qui sont tous morts. Le ministère donc des Affaires d'urgence est sur place, bien sûr, pour commencer à inspecter la zone. 8 corps ont déjà été trouvés. Alors, on ne sait pas dans quel état s'ils ont pu être identifiés, mais en tout cas, il ne fait aucun doute que cet avion a été détruit donc, à son choc au sol. Et effectivement, alors on ne sait pas beaucoup plus encore une fois pour l'instant. Les informations sont très parcellaires, bien sûr. On sait que Evgueni Prigojine avait été réapparu publiquement pour la première fois depuis donc la mutinerie avortée par une vidéo il y a 2 jours, donc
qui visiblement étaient tournées en Afrique, ce qui aurait pu laisser penser que les activités de Wagner et de Prigojine avaient été recentrées sur l'Afrique. Mais visiblement, donc, Prigojine pourrait s'être retrouvé à bord de cet avion numéro 1 donc, et se trouver en Russie. Et effectivement, l'information qu'on a eue de la part de l'agence TASS et également du ministère des Affaires d'urgence russe, c'est que Prigojine avait été enregistré sur ce vol, donc le premier vol, et donc il visiblement serait parmi les victimes. Et il n'y a pas encore une fois, voilà, de confirmation officielle totale, donc il faut encore patienter pour en savoir un peu plus donc, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Julien, que sait-on réellement aujourd'hui à Moscou des relations qu'entretenaient Evgeny Prigojine et Vladimir Poutine depuis cette tentative avortée des hommes de Wagner de fondre sur Moscou en juin dernier? Bah là encore, c'est la grande inconnue, puisque effectivement, alors selon moi, différentes sources que j'avais, et puis également selon différents observateurs russes bien connectés, c'est pas du tout sûr, si vous voulez, que la mutinerie donc avortée du 24 juin était directement destinée contre Vladimir Poutine. En fait, si vous voulez, de l'avis de la plupart des gens ici, c'était surtout une rébellion au premier chef contre donc encore une fois l'encadrement militaire russe, Sergei Shoigu et Valery Gerasimov en premier lieu. Donc pour encore une fois un manque de moyens, soi-disant alloués à Wagner, également un manque de réaction aussi favorable. Et donc c'est ce qui aurait fait dégoupiller entre guillemets si vous voulez Yevgeny Prigojine, mais ce n'était pas non plus une tentative de renverser Vladimir Poutine directement. Ça a été bien compris, et c'est peut-être aussi pour ça que finalement Prigojine dans un premier temps a été plutôt exfiltré voilà vers la Biélorussie avec l'entregent d'Alexandre Loukachenko, et qu'il a pu ensuite continuer à se déplacer en Russie en liberté, même recouvrer une certaine somme d'argent qui lui appartenait. Il a pu garder ses biens et tout ça. Et il aurait donc ensuite visiblement été, en tout cas lui, se serait redispatché vers l'Afrique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut pas savoir pour l'instant qui est derrière ce qui s'est passé aujourd'hui. Si c'est même peut-être un accident, si c'est simplement un missile anti-aérien S-300, c'est une des théories qui circule également ici et qui aurait frappé. Oui. Pour une cible hostile, ou si c'est une explosion, donc ce qui voudrait dire que c'est un attentat. On sait qu'il y avait beaucoup d'ennemis également, bien sûr, au sein du ministère de la Défense russe, mais aussi FFP. Oui. Merci Julien Koenig. Vous restez avec nous. On va évidemment continuer à évoquer la situation à Moscou en particulier, et notamment pour Yevgeny Prigojine. Général Dominique Trinquant, on ne peut pas exclure, en entendant ce que vient de nous dire Julien Koenig aussi, les luttes de clans qui secouent actuellement Moscou. Ce n'est pas forcément un ordre de Vladimir Poutine lui-même qui pourrait être à l'origine de la destruction de cet appareil. Oh, écoutez, ça serait quand même assez surprenant. Je veux dire, je ne vois pas de l'artillerie antiaérienne russe détruire l'avion de Prigojine, dont on sait qu'il était très proche du président Poutine, qui avait des négociations en cours sans qu'il y ait une volonté de le faire. Je pense que dans les relations mafieuses qu'il y a entre Prigojine et Poutine, le fait d'avoir traité Prigojine de traître, même si il est vrai qu'on pense que le coup d'État, enfin le coup qui avait été fait il y a 2 mois, ne visait pas directement le président Poutine, mais plus précisément Shoigu et Gerasimov, ça n'est pas par hasard si M. Poutine a fait réapparaître publiquement M. Shoigu très rapidement et l'a envoyé en mission, y compris en Corée du Nord, donc de façon très publique. Et puis très récemment, le général Shoigu, lorsqu'il est allé à Rostov. C'est une fin de non-recevoir de tout ce que Prigojine avait pu demander. Et donc, je pense que, si vous voulez, le couteau était tiré entre les deux. La question était quand et comment. Oui. Et je pense que si Prigojine était encore vivant, c'est probablement parce qu'il détenait des dossiers tellement compromettants pour le président Poutine qu'il ne pouvait pas être tué par lui. Et si une action est entreprise par le président Poutine contre Prigojine, c'est qu'il s'est assuré d'un certain nombre de moyens pour que soit les dossiers soient récupérés, soit qu'il ait en otage
la famille de Prigojine ou quelque chose comme ça. Tout de même, le fait de revoir Prigojine, on sait qu'il avait été auditionné visiblement par Vladimir Poutine au Kremlin, le fait de le revoir à Saint-Pétersbourg alors qu'on le croyait à Minsk, le fait de le revoir même en vidéo, à évoquer ses activités sur le continent africain, ça alimentait l'idée, à défaut d'un retour en grâce, en tout cas d'une forme de normalisation dans sa relation avec le Kremlin. Ben, ça, c'était l'intérêt de Prigojine. Si vous voulez, la seule carte qu'il avait en main, c'était encore l'Afrique. Il avait été éliminé d'Ukraine. En Biélorussie, le deal avec Loukachenko semblait ne pas fonctionner. Et donc, le seul atout qu'il avait, c'était l'Afrique, atout extrêmement important pour la Russie dans le cadre de sa lutte contre l'Occident, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Et donc, en plus, pour Prigojine, cette action en Afrique était autofinancée par le pétrole libyen, l'or malien, et puis les diamants en République centrafricaine. Donc Prigojine avait intérêt à montrer qu'on devait le laisser jouer cette carte-là. Mais les informations que j'ai eues d'Afrique montraient aussi que le gouvernement russe demandait à des éléments de Wagner de rejoindre et de signer un contrat avec l'armée russe. Donc on voit que Prigojine n'avait pas complètement gagné la partie. Et je pense que la visio qu'on a vue il y a 2 jours avait pour but d'essayer de réasseoir sa notoriété. Donc je crois que le deal, depuis 2 mois, n'avait pas été finalisé entre Poutine et Prigojine. Et il n'est pas impossible que maintenant le président Poutine ait décidé de l'éliminer. Alors est-ce que ça a réussi ou pas? Ça, c'est une autre question. Et je le répète, si ça réussit, ça va un peu sceller ce sujet-là. Si ça n'a pas réussi, gare à la vengeance de Prigojine. Merci Général, vous restez avec nous. On vient de le voir sur ces images et vous l'évoquiez à l'instant. Evgeny Prigojine qui était réapparu pour sa première vidéo depuis cette tentative avortée de mutinerie du mois de juin dernier. Stéphane Ballon, rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Vous avez été surpris de voir Evgeny Prigojine laisser clairement voir qu'il voulait recentrer son activité non plus sur l'Ukraine mais désormais se consacrer presque exclusivement à l'Afrique? Non, non, pas du tout surpris parce que l'Afrique finalement c'est ce qui fait d'une certaine manière la force de Prigojine. C'est lui la locomotive en fait en quelque sorte de tout ce que fait la Russie en Afrique. Et le cas de la Centrafrique est celui qui illustre bien cette interdépendance finalement entre Poutine et Prigojine en Afrique. Poutine, alors les Africains vous disent, on a signé des contrats avec la Russie, des contrats, des partenariats militaires, et dans le cadre de ces contrats, la Russie nous promet des instructeurs militaires, des instructeurs russes. C'est ce qui fait que le Mali parle tout le temps, systématiquement, d'instructeurs, mais jamais de Wagner. Et en réalité, c'est Wagner qui joue ce rôle-là. Et on voit très bien à quel point Wagner est introduit au sein du pouvoir à Bangui. Wagner est tellement implanté sur place que on sait que le conseiller en matière de sécurité du président centrafricain, c'est un élément de Wagner. On sait que Wagner est présent dans l'économie, dans l'exploitation des mines, dans le bois précieux et même dans le business courant, j'allais dire, avec l'ouverture d'une brasserie pour concurrencer des sociétés étrangères, notamment françaises. Donc finalement, le fait que Prigojine dise qu'il se recentre sur l'Afrique n'était pas du tout étonnant parce qu'il sait que c'est une pièce qu'il allait utiliser dans sa négociation, dans ses discussions avec Poutine. Cyril Payen, compte tenu de voilà l'importance, le poids qu'avaient pris Prigojine et Wagner en Afrique, le groupe peut survivre à la mort éventuelle de son fondateur? Absolument. Et je voudrais aller au-delà de ce qu'a dit, enfin en tout cas utiliser ce qu'a dit si très justement Stéphane. Je rappelle que le coup d'État du 26 juillet à Niamey, qui a pris la communauté internationale par surprise, était concomitant à quelques heures près avec ce fameux sommet important à Saint-Pétersbourg, Afrique-Asie, où c'était la première photo officielle d'Evgeny Prigojine
Prigojine, et ça fait écho à la vidéo qu'il a donnée le 21 août dernier, il y a quelques jours, où il avait salué dans sa réhabilitation ce coup d'État de la junte nigérienne, en parlant évidemment de ces éléments de langage habituels, de se libérer du joug colonial, un peu en écho de ce qu'il a dit le 21 août, où je rappelle, il dit il fait 50 degrés, nous sommes dans des conditions que nous aimons, nous sommes des soldats de Wagner, nous sommes là pour la grande Russie, pour étendre la voie de la Russie, mais surtout pour libérer l'Afrique. Donc en fait, il était effectivement, on sentait que dans cette réhabilitation, un peu comme le Sphinx, il allait évidemment se réhabiliter comme s'il avait eu une sorte de pacte avec Vladimir Poutine pour se concentrer sur l'Afrique, ce que disait très justement le général Trinquant, mais en allant assez vite et assez loin, de manière opportuniste. Et on sait que sur la question du coup d'État nigérien, qui maintenant va atteindre ses 1 mois sans qu'il y ait réellement de solution, on le sait, il n'est pas institutionnalisé, on le sait, les Russes sont en attente, et on voit bien, on le disait tout à l'heure, le discours des putschistes, du général Tiani, du général Modi notamment, les allers-retours des délégations avec les généraux putschistes burkinabés du Mali et de Guinée, et puis un discours juste après le coup d'État qui a un peu changé et qui a ressemblé plus en plus à ce qui avait été un peu insufflé, tous ces éléments de langage résolument anti-français, souverainistes qu'on avait entendus dans ces pays et qui commençaient à être rentrés dans le discours des hommes du général Tiani. Donc on voit bien que tout cela, ça reflétait une idée selon laquelle Evgeny Prigojine et Wagner allaient tôt ou tard, en tout cas, c'est-à-dire au premier plan ou pas, pourquoi pas, très opportunément, surfer sur cette vague souverainiste. Donc c'est intéressant qu'un homme comme Evgeny Prigojine, dont on pensait qu'il était totalement terminé après sa mutinerie, renaît de ses cendres dans ce sommet Afrique-Asie, toujours très très opportunément après le coup, et puis place ses pions et ne parle toujours pas du tout de prédation, des mines d'or, du pétrole, des armes en Libye, mais parle de décolonisation, de chasser les alliés traditionnels prédateurs et de faire plus grande la Russie et surtout libérer le peuple africain. Donc c'est ça aussi la marque de fabrique de Evgeny Prigojine. Général Trinquant, Vladimir Poutine peut pousser sa conquête du territoire africain sans Evgeny Prigojine demain ? Écoutez, ça va être très difficile. D'abord parce que la connaissance de la Centrafrique, du Mali en particulier, est une connaissance maintenant intime de la part des Wagner. Alors, ça veut dire que si Prigojine disparaît, il faut que le gouvernement russe reprenne à son compte les gens de Wagner qui sont déployés. Ça n'est pas impossible parce que les adjoints de Prigojine sur place auront compris que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Voilà, donc ça veut être un ralliement et puis ensuite remonter le système avec les gens qui sont en place là-bas. Stéphane Malong, de la rédacteur en chef Afrique à France 24. Si vous voulez, en théorie, on peut dire oui, Wagner ou un autre groupe peut continuer à opérer en Afrique après, si jamais c'est confirmé, la mort de Prigojine. Ça, c'est en théorie. En pratique, on voit à quel point Wagner, le système de Prigojine, avec des hommes qui lui sont très fidèles, sont infiltrés dans le système, notamment en Bangui, et que on a du mal à imaginer que tout cela, qu'on fasse table rase de tout cela demain et qu'on reparte à zéro. Il y a des relations de confiance qui sont créées et il y a des relations personnelles entre des ministres et les officiers de Wagner, des gens qui consultent, qui donnent des conseils. C'est des choses qui ont été construites sur plusieurs années. Le partenariat entre la Russie et la Centrafrique remonte autour de 2017, à l'occasion du sommet de Sochi. Donc on parle d'une relation qui fait un peu plus de 5 ans maintenant. Et l'exemple du Mali continue d'essaimer. D'autres groupes ne seraient peut-être pas en mesure de le répliquer, Stéphane Ballon, de la même manière, au nom de cette amitié avec la Russie ? Si vous voulez, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire, autant Wagner est bien implanté à créer des relations de confiance, autant Wagner reste aussi des
dépendant du Kremlin, dans le sens où, sur le plan logistique, c'est l'armée russe qui assure la logistique des troupes Wagner. Et Wagner fait en quelque sorte un travail que ne ferait pas l'armée russe, en tout cas de manière officielle, mais derrière tout ça, il y a des contrats qui permettent à la Russie de vendre des armes en Afrique. La Russie, je le rappelle, est le premier fournisseur d'armes en Afrique devant les puissances occidentales. Donc, c'est en théorie, oui, on peut tout à fait imaginer qu'un autre groupe ou qu'un autre leader reprenne la main sur la machine, mais en pratique, c'est bien plus complexe. Compliqué, hein. Il est bien. Cyril Payen, vous vouliez ajouter ? Non. Écoutez, non, mais... Je vous donnerai la parole dans un instant parce qu'il est presque 20h30 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous l'avez compris, c'est une édition spéciale puisqu'il y a un peu plus d'une heure maintenant, l'agence TASS en Russie a annoncé qu'Evgeny Prigojine se trouvait à bord d'un jet privé qui se serait écrasé au nord de Moscou. Le fondateur du groupe Wagner, qui, vous vous en souvenez peut-être, hein, s'était illustré, c'était en juin dernier, en menaçant directement le pouvoir de Vladimir Poutine à Moscou avant finalement de se rétracter. Une mutinerie avortée donc, mais beaucoup pensaient déjà à l'époque que tôt ou tard, il risquerait de le payer de sa vie. Alors on ne sait pas s'il se trouvait à bord de l'appareil qui s'est abîmé sur ces images dans un champ à proximité, dit-on, de Moscou. Pour l'heure, seuls 8 corps ont été retrouvés sans qu'il soit, à l'heure qu'il est identifié, mais il figurait sur la liste des passagers enregistrés pour ce vol. Voilà ce qu'on sait. On va voir peut-être son portrait avant de partir à Kiev dans un instant, rejoindre Emmanuel Chaz. Tout de suite, le parcours de ce personnage haut en couleur, Evgeny Prigojine. Un avion quelque part dans le ciel russe entre Moscou et Saint-Pétersbourg cet après-midi. Pour une raison encore inconnue, on le voit chuter. De la fumée se dégage du moteur. 10 personnes sont à bord. Quelques dizaines de secondes plus tard, le voici au sol. L'avion est détruit. Sur la liste des passagers figurait le nom d'Evgeny Prigojine. La dernière image d'Evgeny Prigojine, c'est celle-ci, diffusée lundi. Il affirmait se trouver en Afrique aux côtés des combattants de Wagner. Il disait vouloir œuvrer pour la grandeur de la Russie. Evgeny Prigojine s'est construit dans l'ombre de Poutine, sans jamais faire partie du premier cercle. Lui, l'ancien repris de justice, qui a fait 9 ans de prison pour escroquerie dans les années 90, a ensuite fait fortune dans la restauration. En 2001, il ne lâche plus le président Poutine. Il quitte Saint-Pétersbourg et le suit à Moscou. On l'appelle le cuisinier de Poutine. Il exécute les basses œuvres du maître du Kremlin. Et c'est en treillis que l'homme sort de l'ombre comme patron de la milice Wagner. On le voit partout en Ukraine. À Bakhmout, il se met en scène devant les cadavres de ses mercenaires. Ça, ce sont les gars de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur sang est encore frais. Il demande plus d'armes. Il interpelle le ministre de la Défense. Il défie Vladimir Poutine. Jusqu'à cette rébellion contre le maître du Kremlin, quand il prend la direction de Moscou avec ses hommes, il finit par abandonner sans explication. Depuis cette tentative de coup de force, Prigojine se faisait très discret, même si Vladimir Poutine lui avait officiellement pardonné ce coup de force. Voilà, Evgeny Prigojine, très discret, jusqu'à donc cette vidéo, hein, c'était lundi, où on le voyait en uniforme militaire, comme il en avait coutume dès lors qu'il se déplaçait sur le terrain. Sur le théâtre africain, disait-il, hein, il était difficile d'identifier le pays dans lequel il se trouvait, mais il semblait déterminé effectivement à recentrer ses activités sur l'Afrique. Et effectivement, force est de constater que depuis ce coup de force du mois de juin, il n'avait plus évoqué, Cyril Payen, l'Ukraine. On le sentait décidé en tout cas à faire oublier cette tentative et cette mutinerie ratée. Et de faire, oui, de passer à autre chose. Ouais. Je crois qu'il avait compris que c'était certainement une question de vie ou de mort, parce que c'était une énorme surprise de l'avoir vu, on le disait tout à l'heure, tel Phénix, réhabilité, rené de ses cendres après cette mutinerie qui avait défrayé la chronique mondiale, hein, ce samedi, on s'en rappelle, où ces troupes avaient fondu presque sur Moscou sans avoir aucune résistance, qui en disait assez long d'ailleurs sur l'état de délabrement de tout le système mené à Moscou par Vladimir Poutine. Donc oui, il y avait un chapitre qui se tournait. Avait été-il amnistié, pardonné par le maître du Kremlin? C'est ce qui se supputait quand on le voit réapparaître en marge du sommet Afrique-Asie à Saint-Pétersbourg. Et puis vous le disiez très justement, cette vidéo où il dit nous sommes en Afrique, avec dans la même tenue qu'il avait pour ces vidéos dont on se rappellera sur le front à Bakhmout, où il faisait une sorte de feuilleton quotidien de l'action de ces hommes dans cette guerre effroyable
au front à Bakhmout pendant des mois, pendant l'hiver ukrainien. Mais on le sentait, oui, peut-être qu'il y avait un pacte avec le Kremlin pour, après tout, eh bien, le laisser dans ce qu'il savait faire le mieux. C'est-à-dire, en fait, c'était le bras armé de l'influence russe dans cette partie de l'Afrique et qu'il allait se concentrer là-dessus. Et c'est l'Ukraine, justement. Emmanuel Chaz est avec nous en direct de Kiev depuis cette mutinerie avortée. Quel rôle avaient joué les troupes de Wagner sur le front à Est dans le Donbass, Emmanuel ? Eh bien, comme Cyril l'a rappelé, c'était un rôle instrumental, notamment dans Bakhmout, dans cette boucherie qui a été et qui est toujours Bakhmout, puisque les mercenaires du groupe Wagner, ils étaient en première ligne, ils étaient sur le terrain, sur les positions russes, bien avant l'armée russe. Justement, ce sont eux qui ont infligé notamment des dommages considérables, non seulement aux soldats ukrainiens, mais aussi à la population. Là où ces mercenaires passaient, ils n'ont semé que la terreur, que l'horreur, en torturant la population, en infligeant des sévices dont les Ukrainiens se rappellent très bien. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu plus tôt de cette rébellion orchestrée fin juin par Yevgeny Prigojine en Russie. Même si les Ukrainiens ont salué cette rébellion, cela n'a absolument pas changé l'opinion qu'ils ont d'Yevgeny Prigojine. Pour eux, c'était un homme pour lequel ils n'avaient aucun respect, aucune sympathie et même des sentiments de forte haine suite aux crimes commis par les mercenaires du groupe Wagner. Et j'aimerais rappeler également cette déclaration du chef du renseignement ukrainien, Kirilo Budanov, qui le 30 juin, donc peu après cette rébellion des mercenaires du groupe Wagner de Prigojine contre l'ordre établi à Moscou, Kirilo Budanov, qui avait dit que la tête d'Yevgeny Prigojine avait été mise à prix par les Russes. Donc en ce sens, les renseignements ukrainiens ne se sont pas trompés. Et puis on a cette réaction que j'évoquais également tout à l'heure de la part de l'une des porte-paroles de la défense territoriale ukrainienne, Sarah Ashton Kirilo, qui a dit que si cette nouvelle est effectivement confirmée, eh bien cela ne sera pas une grande perte pour la liberté. Mais pas une grande perte pour la liberté. Si cette nouvelle est confirmée, à l'heure qu'il est, on ne peut pas évidemment la confirmer. La seule source, c'est l'agence TASS et les 8 corps retrouvés n'ont pas encore été identifiés. Vous restez avec nous, Emmanuel Chaz. Il y avait donc cette vidéo il y a 2 jours qui laissait penser qu'Yevgeny Prigojine se trouvait en Afrique, sur le continent africain. On ne sait pas de quand date cette vidéo, ni même où elle a été tournée, Stéphane Ballon, rédacteur en chef Africa France. Justement, nous n'en avons pas parlé volontairement parce qu'il y avait un déficit d'information autour de cette vidéo, hein, vous le dites bien, la date où, quand ça a été tourné. Nous travaillons sur ce sujet-là depuis hier, justement, et les informations contradictoires qui nous sont remontées signalaient Prigojine un coup au Mali, un coup en Centrafrique. De sources diplomatiques, on nous dit qu'il est peut-être il est parti de Bamako puis de Centrafrique. Est-ce de là qu'il rentrait quand il y a eu ce crash, si tant est qu'il est confirmé présent dans cet avion qui s'est crashé, mais tout cela vient confirmer effectivement le fait que l'Afrique devient le principal théâtre de ces opérations, et il le fait très bien comme il sait le faire dans cette vidéo-là pour confirmer cela. On sait s'il nourrissait un dessein sur le Niger, dernier État dans lequel les militaires ont pris le pouvoir par la force dernièrement, Stéphane Ballon. Là aussi, rien n'est très sûr, rien n'est confirmé. On nous dit qu'il y a eu des discussions, qu'il y a eu des tentatives de discussion, mais rien n'est très sûr. Mais quand on voit le mode opératoire de ce groupe, quand on voit les terrains sur lesquels ils prospèrent, notamment des pays qui sont en proie à des problèmes sécuritaires, le cas de la Centrafrique, le cas du Mali, ou 2 pays où le groupe est présent, on peut tout à fait imaginer, et cela ne serait pas du tout étonnant, que Prigojine et son groupe tentent de mettre pied dans des pays comme le Burkina ou encore
le Niger, et encore le Niger, on est dans une situation de crise qui n'est pas encore tout à fait dénouée, donc il est un peu trop tôt pour parler de Wagner, de Prigojine au Niger. Mais connaissant le mode opératoire de ce groupe, rien n'est étonnant. Emmanuel Chaz, vous êtes toujours avec nous à Kiev, et plus d'Emmanuel Chaz. Bon, eh ben, écoutez, ça serait bien qu'on me l'annonce. Stéphane Ballong, on a également vu ces vidéos, bien sûr. Et puis, on le sait, Evgeny Prigojine s'en était pris dernièrement, et ça c'était nouveau, de manière extrêmement véhémente, à l'influence française. Oui, alors on dit souvent, et à tort, je pense, que Prigojine et Wagner alimentent le sentiment anti-français. Mais en fait, il y a une nuance. En fait, Prigojine et son groupe savent qu'il y a un sentiment latent sur lequel ils surfent en réalité. Parce que quand on parle du groupe Wagner, on renvoie tout de suite à l'aspect sécuritaire, on renvoie tout de suite à l'aspect mercenaire, mais Wagner, c'est bien plus que ça, notamment en Afrique. C'est aussi une usine de désinformation qui tourne à fond, notamment dans des pays comme le Mali, la Centrafrique. Wagner, c'est aussi du business, c'est aussi de l'exploitation minière, que ce soit au Soudan, en Libye ou en Centrafrique, et même au Mali. Donc c'est un ensemble. Souvenez-vous quand il y a eu, il y a 2 mois, en juin, quand il y a eu cette rébellion, et à l'époque, on se posait déjà la question de que va devenir Wagner en Afrique. Il y a eu une réaction très rapide, très vite de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui avait vocation à rassurer les partenaires africains. Déclaration dans laquelle il disait justement que quoi qu'il arrive, Wagner va continuer à opérer en Afrique. Ce faisant, il se contredisait lui-même d'ailleurs un peu, puisque personne, les Maliens n'ont jamais officiellement reconnu la présence de Wagner au Mali. Donc voilà, et ça, tout cela montre, et c'est ce qu'on dit depuis ce qui se passe en juin, l'importance qu'a pris l'Afrique dans le dispositif, enfin pour Wagner, mais aussi dans le dispositif russe pour Vladimir Poutine. Et oui, il faut dire que Wagner a été entouré depuis ses débuts d'un halo de mystère. Il y a eu les années de clandestinité. Evgeny Prigojine était réellement sorti de l'anonymat que durant les premiers mois de l'invasion russe de l'Ukraine. Il a fallu attendre même le 2e semestre de l'année 2022, Cyril Payen, pour le voir rentrer dans le paysage courant des médias. Mais au même moment où cette montée en puissance de sa rivalité avec l'état-major russe et le ministre de la Défense commençait à devenir très très clair, et Evgeny Prigojine, homme d'image, s'est très vite imposé par l'image, par le fait qu'il se mette en scène sur les réseaux sociaux. On l'a beaucoup vu, c'est lui qui a documenté le front de Bakhmout, qui a été extrêmement brutal des 2 côtés, une guerre dont on pensait qu'elle appartenait au passé, qu'on ne connaîtrait pas des batailles de tranchées avec la violence et surtout le bilan qu'on a connu il y a quelques mois. Mais il tenait aussi par ça, il tenait parce qu'il existait par l'image, par sa chaîne Telegram, où il le commentait tous les jours, et qui était à chaque fois cette montée en puissance du défi de l'organigramme de l'état-major du Kremlin, tout en sachant dans son entourage et l'opinion publique se disait qu'il avait certainement au fond l'aval du Vladimir Poutine, peut-être contre même le ministre de la Défense qui était sa bête noire, et l'état-major, puisqu'il les accusait tous les jours, je cite de mémoire, de ne pas en faire assez, d'être des mauviettes, presque des traîtres à la nation, puisqu'ils ne se battaient pas et que sans Wagner il n'y aurait plus d'option militaire en Ukraine. Mais on sentait bien qu'il essayait de mettre le pied dans la porte pour exister par l'image, tout en laissant penser qu'il avait l'aval finalement du maître d'œuvre, c'est-à-dire Vladimir Poutine, dont il a été un des hommes de l'ombre les plus influents dans sa montée en puissance il y a quelques années. Après, donc, il y a eu la mutinerie qui était le point d'orgue de cette montée en puissance, cette mutinerie qui effectivement n'était pas nécessairement dirigée directement contre Vladimir Poutine, mais par l'état-major russe. C'était vraiment le point d'orgue de cette rivalité fratricide, mais c'était aussi quand
Vladimir Poutine en parle et commande cette mutinerie en parlant de traître à la Russie. Je le cite, on voyait bien que c'était a priori, ça en était terminé. Alors ça expliquerait peut-être 2 mois plus tard, presque jour pour jour, on l'a bien noté, les dates ont de l'importance en Russie, la vengeance qui serait un plat qui se mange froid, et on reconnaîtrait effectivement au conditionnel le mode d'emploi, le mode opératoire de Vladimir Poutine pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Et en tout cas, c'est peut-être la première confirmation officielle côté russe, en tout cas, puisque le gouverneur mis en place par la Russie dans l'oblast ukrainien de Zaporijjia indique sur Telegram avoir eu de la part de mercenaires la confirmation de la mort de Yevgeny Prigojine et puis de Dmitri Outkin, qui était donc à ses côtés le dirigeant, certains disent le véritable dirigeant opérationnel de Wagner. Ce serait un coup dur, Stéphane Ballong? Absolument, absolument. Outkin est l'homme qui a été à l'origine de Wagner. C'est le bras droit de Prigojine. Et même quand on parle des lieutenants de Prigojine en Afrique, que ce soit en Centrafrique et au Mali, en réalité, on parle des bras droits, des fidèles de Outkin, en fait, en réalité. Donc oui, ce sera un vrai drame si cette information venait à être confirmée. C'est Wagner qui est décapité. Enfin, si ça se confirme, c'est extrêmement important. Et il y aura un avant et un après 23 août. Et on est dans cette saga, ce feuilleton de cette rivalité avec la montée en puissance des hommes de Wagner, ce bras armé de l'influence russe qui s'est complètement propagé avec l'aval de Vladimir Poutine, notamment sur le continent africain, et puis finalement qui a débordé, qui est sorti un peu du cadre avec le fait de se greffer à l'invasion russe. Et peut-être que Prigojine a eu les os plus gros que le ventre. En fait, il s'est déjà vu, je dirais, mettre à la place du maître. Donc ça expliquerait ça. Mais c'est vrai que si cela se confirme, il y aura un avant et un après. C'est quelque chose d'extrêmement important qui aura une tectonique aussi importante que la mutinerie du 24 juin dernier. Emmanuel Chaz est avec nous en direct de Kiev. Emmanuel, on indique côté russe, c'est le gouverneur mis en place par la Russie dans l'oblast ukrainien de Zaporijjia. Il indique avoir eu sur Telegram des confirmations auprès des mercenaires eux-mêmes de la mort d'Evgeny Prigojine et de Dmitri Outkin. Oui, tout à fait. Donc, ça reste des confirmations du côté russe. Moi, ce que je peux vous dire du côté ukrainien, c'est que le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, a parlé il y a plusieurs semaines déjà du fait que la tête d'Yevgeny Prigojine était mise à prix finalement par les renseignements russes. Donc, sa mort, si elle est confirmée, ne vient pas comme une surprise ici à Kiev. Après sa rébellion le 23 juin, tout le monde s'attendait finalement à ce qu'il lui arrive quelque chose, puisqu'on a vu le sort réservé à tous ceux, quel que soit leur rang dans la société russe, qui ont osé s'opposer à Vladimir Poutine à un moment ou à un autre. Donc sa mort, si elle est confirmée, ne vient pas comme une surprise ici à Kiev, bien au contraire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a très peu de sympathie pour Yevgeny Prigojine ici, étant donné les crimes, le nombre de crimes commis par les mercenaires du groupe Wagner, notamment et pas des moindres du côté de Bakhmout, où les combats ont été extrêmement intenses. Ils continuent de l'être, mais ils ont surtout été extrêmement intenses tout au long de l'hiver entre les troupes ukrainiennes d'un côté et puis les mercenaires de Wagner qui ne s'en sont retirés qu'au mois de mai, avant le retour d'Yevgeny Prigojine en Russie. Et on indique aussi, comme vous le disiez vous à Kiev à l'instant, Emmanuel Chaz, du côté de la Maison Blanche, non plus la mort de Yevgeny Prigojine ne serait une surprise pour personne. Ces jours étaient comptés. Cyril Payen, il y avait une épée de Damoclès, un contrat presque sur la tête d'Evgeny Prigojine. C'est tout le paradoxe de ce personnage qui d'ailleurs qui est rempli de secrets, qui a monté. Il est parti de très très bas dans l'organigramme de l'entourage des personnes d'influence autour de Vladimir Poutine pour devenir quelqu'un d'incontournable, mais avec une personnalité à plusieurs facettes, avec cette soldatesque, cette grande
grande mobilisation personnelle pour le paramilitaire, cette fascination des armes, et qu'on voit d'ailleurs chez son associé, qui serait peut-être parmi la liste des passagers KG qui ont été tués, Dimitri Oudkine, qui était totalement affiché néo-nazi, avec effectivement des discours assez nauséeux, mais donc une fascination pour la Russie telle que la vend Vladimir Poutine, mais alors là sans aucun filtre, hein. Donc la force militaire, la Grande Russie, le retour de la Grande Russie, et qui était tout à fait dans le discours d'ailleurs de ce qui étaient les éléments de langage de la propagation de la stratégie russe en Afrique. On libérait les peuples de la colonisation in fine française. On chassait les anciens alliés traditionnels, les anciens colons, eh bien pour libérer les peuples et ouvrir la voie à une plus grande Russie internationale. Donc c'est un homme plein de paradoxes, mais dont la montée en puissance, de toute façon, rendait effectivement mettait une épée de Damoclès sur sa tête, puisqu'il faisait de l'ombre et était très très mal aimé, évidemment, puisqu'il faisait de plus en plus d'ombre, à premier chef, peut-être un peu trop d'ombre même, sur la tête, l'aura de Vladimir Poutine. Alors, il y a fort à parier qu'on n'ait pas de confirmation dans l'immédiat, où les seules confirmations viendront de Moscou, donc elles seront à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes. Autrement dit, il va falloir sans doute attendre avant de savoir si Evgeny Prigojine est effectivement mort aujourd'hui dans cet accident d'avion. Stéphane Ballong, à quel signe faudra-t-il guetter sur le continent africain d'un éventuel changement dans la conduite de Wagner qui pourrait indiquer effectivement la mort du chef? Je pense que les Africains... Difficile comme question. Je pense que les Africains eux-mêmes doivent avoir les yeux, les oreilles tournés vers Moscou en ce moment. Parce que là, souvenez-vous, en juin, quand il y a déjà eu cette crise, il y avait une certaine inquiétude. Hein, il y a eu des déclarations ici et là pour tenter de se rassurer soi-même en disant que de toute façon, nos accords de coopération, c'est avec la Russie et c'est pas avec Wagner. Que Wagner continue d'exister ou pas, notre partenariat va continuer à tourner. Donc oui, j'imagine qu'en ce moment, tout le monde est en train sur son téléphone, en train de chercher confirmation. Le moindre signe. Absolument. On verra effectivement dans les prochaines heures peut-être, sinon dans les prochains jours, quelle va être l'attitude et quels seront éventuellement les premiers signes confirmant la mort ou pas aujourd'hui de Evgeny Prigojine, telle qu'en tout cas elle est annoncée par la Russie dans cet accident d'avion au nord de Moscou. Fin de cette édition spéciale, mais bien sûr, France 24 reprend l'antenne dans un instant pour continuer à couvrir très abondamment cette actualité brûlante du côté de la Russie. Restez avec nous.